Efendim herkese merhaba. Toplum ve Siyaset'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Gülener Kırnalı. Bugün çok özel bir konuğum var. Özel bir röportajla karşınızdayız. Dünyaca ünlü İranlı sosyolog ve antropolog Fariba Adelha ile konuşacağız. Fariba Adelha özellikle İran ve Afganistan üzerine yaptığı sosyolojik ve antropolojik çalışmalarla tüm dünyada büyük yankı uyandırmış bir isim. Bugün kendisiyle savaşın görece az konuşulan bir boyutunu, İran toplumunun bu savaşı nasıl gördüğünü, nasıl yaşadığını, nasıl deneyimlediğini ve İran halkının geleceğini konuşacağız. Kendisiyle bu röportajı Fransızca yapacağım ama röportajın tamamının Türkçe çevirisine Medyascope internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Bonjour Madame Fariba Adelha, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Cela fait maintenant une semaine que nous suivons presque minute par minute une guerre majeure au Moyen-Orient. Pourtant, un aspect reste beaucoup moins visible pour le public international, ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran. Il ne s'agit pas seulement de la stratégie de l'État iranien ou de ses capacités militaires, etc., mais aussi des dynamiques sociales et politiques internes qui traversent la société iranienne. Donc, après des années de crise économique, de sanctions internationales et de forte mobilisation sociale de ces derniers mois, on sait que au sein de la population iranienne, des sentiments très différents peuvent coexister aujourd'hui. La peur, la colère, le deuil, la fatigue, mais aussi parfois l'espoir. Bref, dans ce contexte, je voudrais vous demander comment la guerre contre les États-Unis et Israël est-elle perçue dans l'opinion publique iranienne et comment cette guerre est-elle vécue et interprétée au sein de la société iranienne. Voilà. Merci beaucoup d'abord pour votre invitation. Je crois qu'on n'a pas besoin de faire de dessin, de dire ce que les Iraniens vivent aujourd'hui dans ce pays après 6 jours d'attaque et on voit comment ça devient de plus en plus intense. Et par ailleurs, je crois qu'il faut quand même rappeler tout de suite au début que les Iraniens sont pris un peu entre les deux feux, entre les deux forces, la sous pression, d'un côté par un État, comme vous l'avez très très bien dit dans votre introduction. Il y a eu des répressions récemment, et pas seulement récemment, mais je veux dire notamment. Et donc, et plus les bombardements, ils sont un peu pris entre ils vivent un peu sous pression de cette situation. Les taux se resserrent un peu sur cette population. Et donc, le problème, c'est qu'on a absolument, comme vous l'avez encore une fois dit, on n'a absolument pas de nouvelles, on est coupé, on n'a pas de communication, on l'obtient un peu au compte-gouttes. Par des proches, par des liens et sur les réseaux sociaux, parce que les Iraniens finalement communiquent en ce moment par le biais de ces réseaux sociaux qui mettent les Iraniens d'un côté au Japon, de l'autre côté au fin fond des États-Unis, à Los Angeles ou au Canada, etc., en passant par l'Europe. Donc la diaspora iranienne se réunit autour avec ces réseaux. Donc, on a des témoignages qui tombent de temps à autre. Donc, moi, en tant que chercheur, aujourd'hui, je suis au même niveau que tous les autres. On est coupé. Et puis, il faut quand même dire que les médias font un peu le pire des choses aujourd'hui. On entend une chose et son contraire. C'est vrai qu'on a 2 sources d'information. Une qui est l'information contrôlée sous censure, l'autoritarisme de la société, du régime iranien. Et de l'autre côté, on a des informations que chacun essaye de tirer la couverture vers soi. On invente au quotidien des mensonges. Vous pouvez pas vous imaginer le terreur qu'on est capable de vivre aujourd'hui, hors le bombardement, hors le régime iranien, par le biais de ces médias et ce qu'ils essayent de faire. Donc, une fois que j'ai mis ça en place, j'ai envie de dire que les Iraniens, ils sont habitués à la guerre. Ils sont habitués à la guerre parce qu'ils ont eu une guerre de 8 ans avec l'Irak. Ils ont vécu sous des sanctions sur les 40 dernières années. Donc, mais il y a des institutions, il y a une classe politique. Les gens qui sont aux commandes dans la République islamique, ce sont ceux qui ont grandi dans les tranchées. Donc, il faut savoir qu'ils sont forts
Et Trump est en train de faire le même erreur qu'ont fait les Irakiens en attaquant l'Iran au lendemain de la guerre, en disant ils vont se plier et puis voilà, on arriverait à gagner une région. Trump a fait le même erreur. Il a pensé qu'il pourrait réduire, finir avec cette guerre en quelques jours. Or, les Iraniens, il y a des résiliences. Ils sont habitués à ce genre de système, à ce genre de situation. Mm-hmm. Donc, voilà les surprises. Les Iraniens, ils ont des drones. Ils les vendent aux Russes. Et le temps est un peu aujourd'hui, on peut dire, en faveur des Iraniens et pas du tout en faveur de Trump. Et ajoutons quand même que Trump ne sait pas ce qu'il a envie de faire et que personne ne sait. C'est quand même autre chose. Mm-hmm. Donc, voilà, on vit dans cette situation avec une résilience considérable du côté des Iraniens. Donc, à ce propos, revenons à des dynamiques sociopolitiques internes de l'Iran. Est-ce qu'on observe une évolution des positions parmi les partisans du régime et parmi ses opposants depuis le début de la guerre? Parce que certains s'attendaient, par exemple, à voir une partie de l'opposition se rallier à une forme d'unité nationale, ce qu'on appelle parfois un rassemblement autour du drapeau. Est-ce que c'est vraiment ce que l'on observe aujourd'hui ou pas nécessairement? Disons, évidemment que en situation de crise économique, en crise politique et puis de guerre, évidemment, vous avez des alignements et de réalignements, évidemment. Et vous avez sans doute pu entendre des gens qui applaudissaient les bombardements à l'arrivée de Trump. Mais il y a une chose quand même dans la société iranienne qui est forte et un peu à l'avantage plutôt de la République islamique, c'est ce nationalisme de l'Iran, c'est ce rejet de toute forme d'intervention, c'est l'indépendance du pays. N'oublions quand même pas que la révolution iranienne avait 3 grandes slogans et le premier en tête, c'était l'indépendance de l'Iran. Donc, le rejet de toute forme interventionniste, c'est ce qu'on reprochait un peu à la monarchie. Donc, évidemment, ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Donc, on assiste à ces changements de situation que quand la société en a marre, ils vont mettre fin à ces tortures. Il peut trouver des alibis dans ce genre de prise de position, si vous voulez. Mais en même temps, il faut quand même pas oublier que aller contre le régime iranien, accueillir les Américains d'une certaine façon, ça veut dire on est en train d'assister à ce qu'ils sont capables de faire. Parce qu'en fait, le but des Américains, c'est pas forcément la République islamique, c'est l'Iran tout entier. Donc, ce déchirement de l'Iran aujourd'hui, la façon dont les Américains interviennent pour mobiliser les Kurdes, etc. Vous savez, les Américains sont exactement fidèles à leur tradition. Ils sont arrivés auprès des Afghans, ils ont créé les talibans. Quand ils sont intervenus en Irak, ils ont créé Daesh. Ils sont en train de produire quelque chose que personne ne maîtrise, effectivement, l'alpha et l'oméga de cette situation. Donc, voilà. Donc, en même temps, on peut penser qu'il y a une partie de population qui en a marre, qui va mettre fin à la fois la répression politique et la crise économique. Et donc, en accueillant, il espère sortir un issue. Mais bon, franchement, ça, c'est pas représentatif de la société iranienne. Alors donc, je voudrais vous poser une question concernant comment le monde occidental voit l'Iran. Dans les analyses occidentales, l'Iran est souvent réduit à son régime politique et à ses figures emblématiques. Mais dans quelle mesure cette vision empêche-t-elle de comprendre la complexité réelle de la société iranienne, ses dynamiques sociales, ses tensions internes et ses capacités d'évolution peut-être. Par ailleurs, en tant que citoyen française et chercheuse connaissant également très bien l'Europe, comment évaluez-vous le regard européen porté sur l'Iran? C'est une vraiment excellente question. J'aurais aimé qu'on me le pose ici de temps en temps, mais ça ne m'arrive pas.
Merci pour la question. Évidemment, réduire la société iranienne à son régime politique, c'est bien réducteur, évidemment. Et bon, c'est que les Européens, enfin, bon, en général, on se rend pas compte, c'est de parler d'abord de dictature, sans prendre en considération qu'un régime dictatorial, entre dictature et démocratie, si vous voulez, si c'était noir et blanc, c'était facile de le faire. Mais entre les deux, c'est ce qu'on oublie en France, c'est que c'est un système collégial, que le guide, même si c'est une dictature, il n'agit pas sans la prise en considération des autres pouvoirs. Ce qui s'est passé le premier jour de la guerre, ils étaient tous réunis sur la même place, si vous vous souvenez. Ils étaient tous ensemble dans une même réunion et qui a coûté la mort au guide de la révolution. Ça veut dire quelque chose si on se réunit tous ensemble, c'est que même une dictature ne prend pas les décisions seule, si vous voulez. On a dû, disons, bon, je parle de ce que je connais, donc les Français ont du mal de voir ce côté collégial d'un système. On peut contester ce système, mais la prise de décision ne se réduit pas à la prise de décision d'une seule personne. Donc, ce côté collégial, les gens ne le prennent pas en considération. Et maintenant, de l'autre, je viens un peu à votre question qui est vraiment très, très bonne, de voir un peu comment cette société, le fonctionnement interne de cette société, puisque j'interviens en tant qu'anthropologue, c'est tout ce que je connais. Donc, j'ai mis l'accent sur les institutions dans la société politique, mais ces institutions existent aussi dans la société. Ça veut dire, dans un premier temps, on peut parler dans la société iranienne un mode de gouvernance, on peut dire que c'est un peu le mode de guilde, on peut dire, ou les corporations, si vous voulez. Donc, tout métier a son propre guilde, ses formes d'organisation, de rencontres, de faire face à des moments divers et variés, de dialogue ensemble, si vous voulez. Donc, ça, c'est une chose très importante. Dans la société iranienne, le guide n'est pas seulement le propre du bazar, c'est pas seulement les vendeurs de pistaches ou de tapis. Le guide, c'est un mode d'organisation, ça veut dire tous les métiers, finalement, trouvent un lieu d'association. Par exemple, les Zoroastriens, qui sont une minorité en Iran, gèrent leur communauté par le biais de ce système de guides qui sont déclarés dans la chambre de commerce. Donc ça, c'est déjà une donnée pour moi très importante. Mais je vais continuer, vous en parler un peu d'autres formes de cette comment dirais-je, de cette organisation et de cette gestion dans la société iranienne. Donc, vous avez le système clérical, le rosé, les écoles islamistes. Donc, on peut penser les écoles islamistes, on en a marre d'entendre parler de l'islam, etc. Mais est-ce qu'on sait que les écoles islamiques sont à l'origine d'avancer ou d'introduire le système troisième cycle dans les régions les plus éloignées? Est-ce qu'on sait que ce système d'école religieuse a été à l'origine d'alphabétisation dans les lieux éloignés, dans les villages, je veux dire, dans les régions hors le centre, si vous voulez. Donc, les filles se sont alphabétisées avec ce système coranique. Ils sont allés à l'université avec ce système coranique ou ce système islamique. Ça veut dire quand on dit système islamique, on ne dit pas grand-chose. L'important, c'est de savoir que ce système d'enseignement religieux, c'est un système de troisième cycle. Ça veut dire que ça permet aux gens de par système d'évaluation, rentrer dans le système d'enseignement, devenir des profs. Je veux dire, le changement que ce système d'enseignement, qu'aujourd'hui on peut vraiment accuser de tous les maux, le changement qu'a produit dans la participation des femmes, dans l'alphabétisation de la société, dans le développement du pays, on se rend pas compte. Mais bon, peu importe. En attendant, ce système de rosé, c'est un système quand même très important. Ensuite, on a les réseaux d'associations, de systèmes financiers, ce qu'on appelle les modes de finance sans intérêt islamique. Mais ça, c'est
vous voyez le nombre de guichets qui peut exister au travers le pays, vous rend très autonome et très indépendant par rapport à ce qui sont les banques officielles, classiques, etc. Donc, ça, c'est aussi un mode d'organisation, donc de résistance. C'est ce dont je parlais, c'est un peu la résilience de cette société. Ensuite, un système d'association. Donc, on a des associations un peu dans tous les métiers. Donc, on a commencé par les archéologues, et puis les sociologues, les médecins, les ingénieurs, etc. Ce sont bel et bien des modes d'organisation qui permettent à cette société de faire face en temps de crise, face à des États et des problèmes en temps de guerre, et puis l'effondrement d'un État. D'une certaine façon, on peut dire que la société iranienne ne se réduit pas, c'est ce que vous disiez dans votre belle introduction, ne se réduit pas à ce système. Si on commence à le réduire au système autoritaire de l'État, on comprend vraiment pas sa résilience et sa survie. Et je continue juste quelques autres thèmes parce que en turc, vous comprenez très bien, il y a le chant poétique. Vous savez, c'est le chant poétique qui a été à l'origine de l'effondrement de la mobilisation en 1979 contre la monarchie. Le chant poétique. Donc, on se rend pas compte qu'après le Coran, le livre le plus acheté, le livre le plus vendu dans la société iranienne, c'est bel et bien Hafez, c'est Molavi, c'est Saadi. Donc, vous avez des groupements qui sont, et c'est Ferdowsi, évidemment, l'épopée, toute cette, l'histoire de Perse avant l'arrivée de l'islam. Donc, vous avez des groupements de population qui se forment. C'est un outil à la fois de résistance, mais aussi de combat, si vous voulez. C'est l'arme de peuple qui est faible, qui n'a pas d'autre arme, mais qu'il essaye de survivre des situations très difficiles. Ensuite, bien sûr, la question, on peut parler de cette société, comment ils se mobilisent dans les lieux sportifs. On a ce sport traditionnel qu'on appelle de Zulkhane, les maisons de force. Ce sont presque les compagnons chevaleresques d'une certaine façon. Donc la société iranienne se mobilise autour de tous ces réseaux aujourd'hui modernisés parce que c'est flexible, tous ces réseaux, ça reste pas classique. Donc avec les salles de bodybuilding, les salles de gymnastique, etc., que les jeunes vont retrouver à 5 heures du matin jusqu'à 7 heures pour ensuite venir se laver pour retrouver leur lieu de travail. Ça, c'est de modes de survie, d'existence au quotidien. Et puis la musique, puisque tout le monde sait, finalement, on a interdit le chant des femmes, mais on n'a jamais vu autant de femmes chanter dans la société iranienne. Bien sûr, maintenant, il y a le cadre légal qui leur empêche d'intervenir en scène, comme on voit en Turquie. On n'a absolument pas l'équivalent de ça, mais n'empêche que finalement, apprendre la musique est devenu un peu le souci de toutes les familles pour leurs enfants et chanter. Donc, c'est le reste maintenant, c'est la balle est dans le camp des Iraniens de résister, d'imposer leur pouvoir. Et d'une certaine façon, les interdictions n'ont pas réduit la société iranienne. Ils ont développé d'autres champs et ils ont développé l'autonomie de cette société par rapport au pouvoir. Et puisqu'on parle, et je finirai, excusez-moi, je suis un peu long, puisqu'on parle de chants et des femmes, n'oublions pas que le mouvement Femmes Liberté est extraordinaire, un mouvement extraordinaire en 2022 et à l'initiative évidemment des femmes contre ce qui était l'imposition du voile évidemment, mais ça c'est le mouvement anti-autoritariste par excellence. On n'en a pas eu avant cette date un mouvement de telle envergure. Donc encore une fois, c'est de savoir que cette société, elle ne se réduit pas à son pouvoir. Elle ne se soumet pas non plus. Elle a pris son autonomie quand elle ne pouvait rien faire devant ce pouvoir. Il a pris son autonomie et sa distance à travers tous ces réseaux sur lesquels j'ai un peu rapidement mis l'accent. Merci beaucoup. En tant qu'anthropologue, vous avez très bien montré la composition complexe de la société et des organisations iraniennes. Mais si vous voulez, revenons un peu à l'avenir. Et je vais vous poser une question plutôt spéculative, excusez-moi, mais enfin, face à l'accumulation des crises économiques et politiques, et désormais la guerre, bien sûr, sur quelles ressources la société iranienne peut-elle s'appuyer pour faire face à ces défis? Et dans un tel contexte, quel type de recomposition sociale ou politique pourrait émerger, si vous voulez?
disons, si vous voulez, devant la démission des Européens face à cette guerre qui est tout à fait illégale, ce qui fait Trump aujourd'hui. Personne ne sait ce qu'il a envie de faire. Une guerre doit avoir un but, mais il n'y en a pas. Les Israéliens ont peut-être un but devant la société iranienne qui préfère la société un peu vivre dans le chaos. Et les Américains n'en ont pas, on ne sait pas. Face à cette crise, je crois qu'on est absolument démunis. Et en Occident, en dehors des Espagnols, le Premier ministre espagnol, personne n'a pris de position, si vous voulez. On a un peu une position très lâche. Tout le monde attend de voir la plus grande puissance du pays. Donc, la société, elle est complètement démunie. Et comme j'ai dit un peu, je reviens un peu au début de ce que j'ai dit, la société iranienne est prise un peu sous pression entre deux feux. Elle est aujourd'hui sous bombardement. Elle est absolument pas en mesure d'avancer, de s'exprimer. D'autant plus, encore une fois, pardonnez-moi de me répéter, d'autant plus que les sources d'information font absolument le pire des choses. Une source d'information gérée par le pouvoir, une deuxième source d'information qu'on ne sait pas qui est en train de le gérer. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a absolument pas de nouvelles de comment elles vivent cette société iranienne en Iran. Comment elle vit la cohabitation entre des populations aussi radicalisées. D'un côté, les gens qui soutiennent l'arrivée de Trump, le bombardement, et de l'autre côté, des gens qui soutiennent, d'une certaine façon, la seule chose qui sont à l'intérieur, ça veut dire le gouvernement iranien. Donc, si vous voulez, elles sont un peu divisées entre ces deux camps, mais soutenir l'État, dans l'état actuel des choses, pour les Iraniens, n'est pas soutenir la dictature, c'est soutenir l'Iran. Parce que finalement, in fine, ce qui reste, les Américains ne sont pas seulement contre la République islamique. Leur problème, c'est l'Iran. Donc, pardonnez-moi, le peuple, la société est absolument désarmée devant cette situation. Merci beaucoup, Madame Fariba Adalha. Merci pour vos analyses et vos idées et vos explications éclairantes. Très bien, merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. Nous avons parlé avec Madame Fariba Adalha de l'Iran et de la société iranienne. Merci de nous avoir regardés. Au revoir.